Bonjour, je suis Jean-Philippe Hervé. Je dirige des équipes de delivery qui sont qui travaillent à la fois pour WeSNCF, qui sont la DSI de WeSNCF, et en même temps on est une Digital Factory pour la SNCF en grand. Je vais vous raconter en quelques minutes là, une histoire qui a duré 4 ans. Et je me retrouve pas mal en racontant à nouveau cette histoire dans ce que vous avez décrit en introduction et aussi votre expérience chez Air France. Donc c'est en quelques minutes une histoire de 4 ans et vous verrez que c'est au début une aventure exploratoire hein, avec une prise de risque, un investissement qui était nécessaire pour nous. Et à la fin, un vrai gisement d'opportunités et de valeurs pour le coup, on ne prédisait pas au départ de l'aventure, mais qui a été plutôt une bonne surprise. Je vais vous donner un petit peu notre contexte data, et puis moi je ferai un focus sur ce que j'ai appelé les trajets alternatifs, qui est en fait un écosystème de services qu'on a construit pour proposer à nos clients l'accès à des petits prix de différentes manières. Et puis on terminera par mes conclusions sur l'expérience qu'on a vécue, et des questions évidemment si vous le souhaitez. Notre contexte data, quelques chiffres. Donc nous, WeSNCF est un distributeur hein, de voyages au sens large. On est connu pour vendre des billets de train, mais pas que. On vend aussi des vols d'avion, des séjours, des hôtels. Donc on est un distributeur. Et pour ce qui concerne le voyage en train, on manipule, voilà, on propose 1,5 milliard de recherches d'itinéraires par an. 33 millions de possibilités de voyage qui sont offertes à nos clients sur le train seulement en France. Hein. Le train en France, c'est beaucoup de gares, beaucoup de trajets. C'est 100 téraoctets de données par mois. Les usages qu'on fait de la data et des systèmes de machine learning chez nous en tant que distributeur, c'est d'abord historiquement assurer la qualité de service de nos systèmes d'information. Donc on travaille d'abord pour nous à l'IT, donc notamment au travers de la centralisation des logs et des systèmes de supervision et d'hypervision qu'on a construits au-dessus de ces données-là. Ensuite, évidemment, on a travaillé sur la personnalisation de nos offres pour nos clients. Et puis, la prédiction de prix et les propositions de trajets alternatifs, ce sur quoi je vais faire le focus. Par ailleurs, la SNCF travaille elle aussi, sur de la maintenance prédictive, que ce soit pour optimiser la maintenance de son matériel roulant, ou aussi, par exemple, pour faire de la maintenance pour faire la prédiction sur la maintenance de la végétation le long des voies, par exemple. Donc le focus que je fais sur la proposition de trajet alternatif, c'est de 2013 à 2015, une preuve de concept qui était orientée component team, donc la création d'un nouveau système qui a nécessité 6 mois d'exploration, puis 18 mois pour construire et prouver la fiabilité et la viabilité de ce système en production. Et depuis 2016, c'est notamment l'industrialisation, mais surtout la valorisation par une vraie feature team. Je vous reparlerai un petit peu de ce qu'on appelle une feature team chez nous, et qui a construit des fonctionnalités et qui a exposé des nouveaux services dont on ne parlait pas forcément au moment où on a fait naître le nouveau système. Ce nouveau système, il est né, pourquoi? Parce qu'on avait un champ de contraintes et un problème qui était lié à un cache de données qui devenait inadapté au contexte auquel on allait être exposé. Pour schématiser énormément notre système d'information, nous, en tant que distributeurs, comme les autres distributeurs, on a accès au système d'information du transporteur qui est la SNCF, qui est un système d'information historique assez ancien, de type mainframe, avec quelques add-ons qui ont été ajoutés autour depuis le temps, qui est un système qui marche bien, mais qui, par contre, n'a pas du tout été conçu pour vivre à l'ère du digital, et qui donc est soumis à un certain nombre de contraintes et de limites de capacité, qui sont nouvelles depuis quelques années. Donc contractuellement, nous, en tant que distributeurs, tout comme les autres distributeurs, on est limité dans notre capacité à requêter ce système central de la SNCF, qui est le système dépositaire de ce que j'appelle le catalogue d'offres, dans lequel on trouve la description des trajets, les horaires, la disponibilité dans les trains et évidemment les prix. Donc on est limité dans notre capacité à accéder, contractuellement à accéder à ce système-là, et techniquement aussi, parce que le système n'est pas conçu pour encaisser les nombres de requêtes qu'on voudrait lui soumettre aujourd'hui. Donc on avait construit ce qu'on appelait un entrepôt d'offres, qui est un cache de données, qui contenait les 200 principales, ce qu'on appelle les OD, les origines-destinations, donc les 200 principaux trajets horaires qui sont consultés par nos clients, et qu'ensuite on exposait à nos systèmes qui font du calcul d'itinéraire, de la recherche d'itinéraire,
et qui ensuite sont exposés sur les canaux digitaux, que ce soit les sites web ou les applications mobiles. Donc on était vraiment contraint parce que la SNCF, en 2013, était en train de travailler à la refonte de sa gamme d'offres. Et on savait que la complexification de cette offre-là allait générer des volumes de données que notre système de cache n'était pas capable d'encaisser. Et comme on savait qu'on était limité dans notre capacité à requêter le système central, on se doutait que la réponse à ce flot de données nouveau qui allait nous arriver était probablement pas simplement d'augmenter la puissance des machines qu'il y avait derrière, et qu'il fallait qu'on explore une nouvelle voie. Donc on a intuité et décidé qu'on pouvait créer quelque chose de nouveau, et en utilisant le trafic naturel du passé, comme vous l'avez fait pour la maintenance prédictive, pour remplacer ce cache de données, cet entrepôt d'offres. Donc, comme je l'ai dit en introduction, c'est une expérience de 6 mois qu'on a vendue à nos dirigeants en disant donnez-nous 6 mois avec un rendez-vous tous les mois pour vous montrer ce qu'on est capable de construire, et on verra si on arrive à faire des preuves. Donc c'était vraiment au départ une intuition, un pari et un investissement, parce que c'est 6 mois avec certes une petite équipe au début, mais c'est quand même un investissement et un pari qu'il fallait faire. Alors on s'est mis dans quel mode en termes de fonctionnement? On était vraiment dans un mode, on faisait un POC, hein, donc c'était la preuve de concept. On cultivait déjà beaucoup l'agilité dans notre delivery, donc on s'est mis dans une démarche agile exploratoire, ce qu'on savait déjà pratiquer. On a fait du full Kanban sur la totalité du projet, avec des ateliers initiaux pour déterminer les objectifs, et notamment la fonction de coût qui était ce qu'on allait chercher à optimiser. Et puis on a cadencé cette démarche-là des premiers mois, on l'a cadencé au mois, avec un rendez-vous avec nos dirigeants, à qui on avait vendu l'idée, et un rendez-vous de type stop ou encore. C'est à chaque mois, on se fixait comme objectif de démontrer qu'on commençait à générer de la valeur supplémentaire et qu'on avait le droit à un mois de dépenses supplémentaires. Le dispositif qu'on a mis en place, c'est ce que j'ai appelé une mini-équipe, avec un architecte dev senior, donc, qui était un consultant chez Xebia qui est venu travailler avec nous, hein, on était en 2013 à l'époque, un data scientist. Alors moi en 2013, des data scientists, je ne connaissais pas. Donc heureusement, Xebia et son réseau, ils ont trouvé un partenaire qui est quelqu'un qui venait du monde de la finance, et donc on a eu un data scientist, un mathématicien tout jeune qui est arrivé, qui était brillant et qui nous a bien aidés, qui était nécessaire. Et nous, on y a mis des développeurs plus juniors, qui ne connaissaient rien du tout au big data, rien du tout même à la stack Hadoop au moment où ils ont démarré, qu'on a mis dans l'écosystème pour commencer à apprendre et à participer au projet. Et puis, du cérémonial et des moyens d'agilité, mais c'était vraiment une petite équipe de 4 personnes au début. Ce qui a été important, c'est qu'on s'est mis très vite au contact des métiers. On a découvert assez vite qu'avoir un mathématicien capable de cruncher la donnée et de comprendre la donnée, ça ne suffit pas, il faut comprendre le métier qui est derrière cette donnée-là. C'est le métier qui est capable de donner des clés qui permettent ensuite aux mathématiciens de s'exprimer et de trouver des corrélations, des algorithmes. Notre objectif était d'articuler des compétences autour d'objectifs communs. Le premier step qu'on a franchi, c'est l'analyse exploratoire et ce qu'on a appelé le data cleaning. Évidemment, les données qu'on a récupérées, qui étaient essentiellement nos propres logs de données, hein, fournis par nos propres systèmes d'information. Donc on recyclait notre trafic naturel, c'est-à-dire les requêtes faites par nos clients, les demandes d'informations faites par nos clients sur des trajets, des horaires, des prix. On les stockait dans nos logs, on les a recyclés pour les réutiliser 1 an, 2 ans, 3 ans après, et voir si ça nous permettait de découvrir des corrélations, des informations, et de prédire les prix suivants. Donc on a d'abord fait cette exploration de la donnée, et on a construit des statistiques de fréquence de renouvellement des informations. On essayait de découvrir quels étaient les modèles qui permettaient de dire voilà, cette donnée elle n'est plus fraîche, il faut la renouveler à partir de ce moment-là. On a cherché les facteurs d'influence sur la vitesse de disparition d'un trajet et d'un tarif par exemple, et on a analysé l'évolution de notre stock. On a utilisé des technos qu'on avait sur place à l'époque. Certaines sont devenues un peu obsolètes, mais on était dans l'écosystème Hadoop. C'était chez nous, on a utilisé ça et ça nous a bien suffi. On n'avait pas besoin, au début, on n'avait pas besoin de puissance de calcul phénoménale. Quand même, à un moment, on a installé un Greenplum pour augmenter un petit peu la puissance de calcul, mais ce n'était pas monstrueux non plus. Ensuite, deuxième étape, on a travaillé ce qu'on a appelé un système naïf. Dans ce genre de démarche, il faut être assez humble. Hein. Clairement, nous, on se disait, c'est une aventure. Ça se trouve, on va refermer la porte assez vite parce qu'on ne va rien démontrer du tout. Donc, on a d'abord cherché à, finalement, reconstruire quelque chose de naïf. C'est quelque chose qui
qui embarque aucune intelligence, mais qui fait quand même du machine learning. Donc on recevait un historique de données, au début on la publiait, dès qu'elle était, on publiait la donnée la plus fraîche qu'on avait. On n'avait aucune règle. Ensuite on a construit les mesures de taux d'erreur. Quels sont nos taux d'erreur? On a cherché à déduire des axes d'amélioration et à modéliser et développer ce qu'on a appelé cette fonction de coût effectivement. Une fois qu'on a eu posé ça, c'est ce qui nous a permis ensuite de franchir les étapes suivantes. Donc au début, il y avait à ce step-là finalement aucune valeur. On a quand même convaincu nos dirigeants qu'il fallait nous laisser continuer, mais on était vraiment très naïfs dans notre système au début. C'est là qu'on a introduit un Plum et du Spark dans nos technos. Ensuite, on a commencé effectivement à faire du vrai machine learning. Et là, ce qu'on retient, c'est que la machine ne suffit pas. Je redis, les métiers étaient absolument nécessaires, ce que j'ai appelé des sachants, pour révéler le sens qu'il y a derrière les données. Particulièrement quand on manipule une offre qui est assez complexe. C'est le cas dans le monde du transport ou dans le monde des télécoms que j'ai connu, les offres sont complexes. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous décrit un petit peu le sens qu'il y a derrière ces données-là ou derrière l'offre, c'est compliqué à appréhender. Le data scientist, il cherche des logiques pour générer de l'information qu'on n'a pas. Donc par exemple, on a reconstruit toute la matrice de corrélation des gammes de services. En gros, c'est un élément de ce qu'on appelle le yield management chez nous, qui est opéré par le transporteur, donc que nous, on ne connaît pas, que les distributeurs ne connaissent pas. Par contre, au travers de ce type de système, on a commencé à découvrir quelques notions de ce yield management qui ne nous étaient pas données, mais qu'on pouvait nous-mêmes découvrir au travers de notre propre trafic. Le machine learning, il a montré les modèles qui permettaient de générer de l'information quasi d'aussi bonne qualité que si on l'avait reçu. C'est ça qu'on a commencé à faire émerger. Et c'est là qu'on a commencé, par exemple, à déduire des prix pour des clients qui avaient des cartes de fidélité, des cartes week-end, des cartes fréquences, des choses comme ça, alors qu'on n'avait pas l'information en réel. Ensuite, on a cherché à prédire le prix suivant. Et là, on a commencé à faire du vrai rétro-engineering sur le yield management. C'est là qu'on a constaté que parfois, les modèles proposés par le data scientist, ils étaient juste impossibles à implémenter en termes d'informatique. Et c'est là qu'on a commencé à introduire des compétences de data engineering qui sont avérées précieuses par la suite. Ça, forcément, on ne l'avait pas appréhendé au début, mais des gens capables de construire les systèmes, de construire la tuyauterie, qui motorisent tous ces algorithmes ensuite, c'est aussi une vraie compétence nécessaire. C'est aussi du pragmatisme, de la culture du quick win. Le data scientist, le mathématicien, il est un peu rêveur et par moments il vous emmène dans des projections qui sont certes spectaculaires quand il vous les raconte, mais qui sont si difficiles à implémenter que jamais ça produit de la valeur. Et donc avoir des data engineering, c'est aussi se remettre les pieds sur le terrain et être dans le pragmatisme pour générer de la valeur par petits incréments, comme on le pratique dans les méthodes agiles. Et on cherchait à réduire le nombre de requêtes qu'on envoyait vers le catalogue d'offres auquel on accédait. Ensuite, on a commencé à faire émerger des fonctionnalités basiques et on a commencé à porter les services historiques qu'on avait sur notre cache de données auparavant. La première découverte qu'on a eue, c'est que notre système était capable de brasser beaucoup plus d'informations que le cache de données qu'on avait auparavant et qu'on était capable d'installer dans ce nouveau système 2000 trajets avec une information ultra fiable, là où auparavant on pouvait n'en stocker que 200. Alors on est un système aussi qui est soumis à des très très forts trafics, on a des très grosses fréquentations sur nos sites web et sur nos applis. Donc il nous faut des systèmes, on a des exigences de qualité de service qui sont très élevées, donc il faut aussi des systèmes qui soient très robustes et très fiables. Ensuite, le système est devenu ouvert, il a été force de proposition grâce au big data. C'est notamment ces volumes-là qui nous ont permis par exemple de passer historiquement on savait proposer le meilleur tarif pour un trajet, on a créé ce qu'on a appelé le flux train qui était en fait le meilleur tarif pour une dizaine de trajets en même temps. Avec le même niveau d'expérience client. Il s'agit, donc on est dans le temps réel, dans le temps réel de l'expérience client. Je vous donnerai quelques informations plus tard, mais voilà, ces traitements-là, on arrivait à les faire en moins de 2 secondes. Et à ce stade, on propose des nouvelles features en production. Donc là, on partait vraiment en production maintenant. Donc on est 2014-2015. Et directement à partir du gisement de données. C'est-à-dire qu'on est encore dans l'exploitation directe de services calqués sur la donnée et sur les algorithmes. Donc c'est le meilleur prix du jour, plus
un grand classique. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à pouvoir dire à nos clients, tant de clients ont vu la même offre que vous depuis 5 minutes, pour stimuler un petit peu la vente. On a créé la jauge de prix pour aider les clients à fixer leur propre seuil d'alerte. Voilà, donc c'est là qu'on a commencé à découvrir qu'on était capable d'inventer plein de services grâce au volume nouveau et à la fiabilité de cette information à laquelle on avait accès à ce moment-là, sans jamais requêter plus les systèmes historiques de la SNCF qu'on le faisait avant. Ensuite, on a créé des services à valeur ajoutée, et c'est là que l'équipe s'est transformée. C'est devenu ce qu'on appelle une feature team chez nous, donc une équipe dans laquelle il y a toutes les compétences nécessaires à la création d'un produit, on l'évoquait tout à l'heure, donc à commencer par un product owner effectivement, et des développeurs front. Et là, on a commencé à développer des services, des widgets, des sites web, des parties de notre site ou de nos applications mobiles en full stack sur cette initiative qui au départ est une initiative vraiment système, componente, au-dessus de la donnée. Évidemment avec de l'exposition sous forme d'API. Et là, on a commencé à créer les services évolués d'alerte sur les prix, de calendrier des petits prix qu'on a proposé à nos clients et à proposer des trajets alternatifs, c'est-à-dire des trajets pour les clients qui étaient appétents d'abord au prix, leur proposer des trajets plus longs et moins chers, avec éventuellement plus de correspondance. Et ça, on ne le faisait pas historiquement. Nos systèmes ne nous permettaient pas de proposer plus de 6 réponses à une demande, par exemple. Aujourd'hui, on a détourné ce besoin-là et les clients qui ont besoin absolument d'aller chercher des petits prix, on sait leur proposer un calendrier de tous les petits prix disponibles pour tel trajet sur le mois, par exemple. Donc on a développé les services, le meilleur prix du jour, le meilleur prix du mois, le meilleur prix des trains de la journée, avec toutes les variétés tarifaires confondues et toute la complexité qu'il y a derrière, au lieu de 6 propositions dans un devis standard. On a même commencé à développer, on a depuis maintenant 1 an ou 2 ans même, des flux comparateurs et des ciblages qui sont proposés à des partenaires. Donc on a créé de la valeur avec des partenaires, donc on a exposé ces services-là à des partenaires comme Mappy, comme Via Michelin ou comme Criteo aussi pour le ciblage, qui nous permettent de co-construire de la valeur. Et ça, on l'a fait en exposant vraiment des stacks front au-dessus du nouveau système qu'on avait créé. Alors depuis 2016, le système est très évolutif et on a des métiers qui sont très créatifs et très demandeurs. Ça manque pas d'idées. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé en mode push, donc on a rajouté d'autres technologies pour être moins dans le requêtage d'API ou de services, mais de pousser des notifications ou des alertes vers d'autres systèmes. On a su profiter de l'expérience qu'on avait menée pendant quelques années sur la donnée du train pour la répliquer sur un autre modèle de transport qui est le modèle du bus, puisqu'on vend du bus aussi aujourd'hui. Ce qui est moins facile à appréhender parce qu'il y a moins de volume de données et c'est une donnée beaucoup plus volatile. Le prix du bus est beaucoup plus erratique. Et on a refait en quelques sprints le parcours, le parcours initial, c'est presque le parcours initiatique qu'on avait eu sur le train en 2013-2014. On a réinjecté du machine learning. Le data scientist, j'ai oublié de le dire, mais le data scientist, il n'était plus dans l'équipe à ce moment-là. C'était beaucoup des data engineers qui étaient présents. Le data scientist, il était moins nécessaire. On réinjecte du machine learning et de la data science pour réévaluer, rejauger, remettre en question notre modèle. Et je pense qu'on le fera régulièrement 1 fois par an. Mais par contre, on n'a pas besoin d'avoir un data scientist à demeure en permanence. Parce qu'on a tout automatisé aussi. C'est parce qu'on a des systèmes qui nous alertent si effectivement on a des variations, si on a des dégradations, on a cette fonction de coût. On monitore en permanence nos taux d'erreur. Donc si jamais on a des petits signaux faibles, on sait les détecter, on se dit c'est le moment, il y a quelque chose qui a changé dans l'écosystème, c'est le moment de le réappréhender. Alors on anticipe un peu ça parce que quand le transporteur va changer son modèle d'offre, il l'annonce un peu à l'avance à ses distributeurs. Donc on sait quelques mois à l'avance qu'il va y avoir un changement de la gamme tarifaire par exemple. Et donc il faut se préoccuper du comportement que va avoir notre système. Donc on sait aussi choisir les moments dans lesquels il faut réinvestir dans la vraie data science. Et puis on priorise tous les futurs développements qu'on fait par la valeur et par la mesure. Et notamment pour mieux isoler le problème et être de plus en plus dans le détail de nos analyses. Le système aujourd'hui, alors techniquement c'est 7 millions de logs traités par jour. Ce qui est intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que chaque log est traité en 1 seconde et demie. Donc c'est la dimension temps réel qu'on a réussi à obtenir grâce à notre système. Donc notre système, il
propose des prix sans requêter le système central. Et il sait le faire instantanément. Quand on a un nouveau log qui arrive, il est disponible dans notre système 1 seconde et demie après. Donc il y a une dimension de temps réel pour nos clients qui est super importante. Il embarque 22 millions de propositions de trains, 2 millions de propositions de bus, 70 millions de préférences utilisateurs. Voilà, je vous passe tous ces volumes-là. On a un cluster Elasticsearch en production avec 200 millions de documents, 64 Tera de données et une dizaine de traitements Spark. Il y a un Kafka qui fait 300 messages par seconde. Je ne sais pas si c'est bon ou pas bon. Voilà, c'est des éléments de dimensionnement. D'un point de vue business, je ne l'ai pas écrit, mais je me permets de vous le dire. Ce système qu'on a construit, d'abord pour répondre à un risque, à une contrainte qu'on avait et qui finalement s'est avéré un gisement d'opportunités et de valeur. Ce système, en 2017, il a représenté 20 millions de visites. Il a généré plus de 100 millions d'euros de volume d'affaires. Et surtout, il montre des taux de transformation qui sont très nettement au-dessus de nos moyennes habituelles. Ça veut dire que grâce à ce système-là, on est allé trouver et inventer des services qui correspondaient à une vraie appétence et une vraie demande de nos clients et qu'on était juste incapable de faire auparavant. Donc on a clairement répondu à une attente de certains de nos clients qui étaient d'abord préoccupés par le prix. Voilà, et on a su inventer des services qui leur permettent de rentrer dans notre système de distribution par d'abord la préoccupation du prix, le calendrier des prix, le meilleur prix de la semaine, le meilleur prix du mois. Et ça, on n'avait pas du tout ce service-là avant. Ce que moi je retiens de cette expérience-là, le chemin est long, 4 ans d'aventure c'est assez long, mais je pense qu'il est nécessaire. Si on n'avait pas parcouru ce chemin-là avec pas mal d'humilité et d'ignorance au début, si on ne s'était pas fait aider par des gens qui avaient des compétences qu'on n'avait pas au début, et notamment Xebia, si on n'avait pas parcouru tout ce chemin ensemble, si on n'avait pas osé aller chercher un data scientist qui est une compétence qu'on n'avait pas du tout chez nous, si on n'avait pas osé proposer à nos développeurs qui n'avaient pas non plus ces compétences-là, allez dans cet écosystème-là, vous allez apprendre quelque chose de nouveau, c'est bon pour votre employabilité de demain, on n'aurait pas obtenu ces résultats. La valeur, elle se développe au fur et à mesure, clairement différemment de ce qu'on imagine au départ. Au début, on était vraiment préoccupé par notre système de cache qui allait juste exploser en vol et comment on va fonctionner demain. On a créé de la valeur, on a découvert cette valeur-là au fur et à mesure du chemin. Donc ça veut dire qu'il ne faut rien promettre au départ. Ça, chaque fois que je peux, je le redis, mais quand on fait de l'agilité, ça ne sert à rien de prétendre ou de promettre qu'on va créer tel niveau de valeur avec tel niveau de prix dans tel délai. Ça n'existe plus. Et ceux qui racontent encore ça sont des menteurs. Donc il faut aussi convaincre ces dirigeants d'investir et d'oser démarrer des projets sous ce mode-là. Alors tous les projets ne démarrent pas comme ça, mais il y a un pari au départ, un investissement à faire. Par contre, il faut obliger l'équipe qui met en œuvre ce projet-là à faire de la mesure, à faire des preuves, à amener des éléments tangibles qui permettent de confirmer qu'il y a de la valeur au bout. Au final, quand on regarde le système qu'on a, et l'algorithmique qu'il y a dedans, c'est pas très spectaculaire. Hein. Les règles, elles sont assez simples, mais si on n'avait pas parcouru ce chemin, je pense qu'on les aurait jamais trouvées, on les aurait jamais posées. Donc c'est pas non plus des algorithmes ultra complexes, mais ça crée de la valeur. L'équipe, elle est évolutive, elle était clairement componente et tech au début, elle est clairement devenue produit et multi-compétences aujourd'hui. Pour moi, la vraie data science, elle est nécessaire, mais ponctuellement, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de la data science en permanence. Par contre, avoir des bons data engineers qui font de la data analyse, ça c'est super important. Alors c'est moins sexy, mais ça vaut vraiment le coup d'expliquer aux collaborateurs que c'est là qu'on a le plus de valeur, par incrément, en faisant de l'analyse. Donc c'est construire des reporting, voilà. C'est moins sexy, moins spectaculaire, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est comme ça que nous, on arrive en tout cas à former des gens qui ensuite deviennent des data scientists, puisque ça ne se trouve pas sur le marché, que c'est une denrée rare, autant essayer de les former soi-même. Et le bon véhicule, c'est les projets, et c'est la data analyse. Aujourd'hui, chez WebSNCF, il y a une trentaine de collaborateurs qui font du big data, toutes disciplines confondues et tout territoire confondu. Voilà mon témoignage. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.
C'est l'heure du déjeuner. Ouais. J'ai une question, comment ça s'est passé avec les équipes de Yield qui, justement, doivent se sentir un petit peu dépossédées d'une partie de leur valeur ajoutée? Alors c'est super intéressant comme question. La chance qu'on a, c'est que les équipes de Yield, elles sont chez le transporteur, et que le transporteur, il est distribué par plusieurs distributeurs. Donc on ne peut avoir aucune proximité avec les équipes du Yield, justement, contractuellement, même si on fait partie de la même maison. En fait, on n'a aucun contact avec eux. Donc je dirais à la limite... Très frustré, mais Ouais, à la limite, ils s'en foutent, mais on n'a effectivement pas eu de contact avec eux. Par contre, on avait clairement chez nous des gens qui étaient des experts de la distribution, moi, puisqu'on vend du train depuis bien longtemps maintenant. Et sans eux, sans leur connaissance de la gamme d'offres, qui est extrêmement complexe, sans leur connaissance et leur historique à eux, on aurait été infoutu de faire ça, je pense. Donc c'est vraiment la combinaison de cette connaissance du métier et de la puissance de la data science et de la data et du data engineer derrière qui permet de créer de la valeur. Merci. Merci à vous.